Bonjour, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet vraiment qui me passionne, la Nouvelle-France. Et encore plus aujourd'hui parce que je vais vous entretenir des pionnières de la Nouvelle-France. Donc nous plongeons dans le XVIIe siècle à partir de 1617. Au XVIIe siècle, les femmes veulent prendre leur indépendance et ça donne de bons résultats. Je commence mon histoire en 1617 avec Marie Rollet, la première grande courageuse qui est venue s'installer à Québec avec son mari Louis Hébert. Donc, Marie Rollet a joué un rôle important avec son mari, dans le sens qu'il fallait qu'il fasse un jardin, planter des plantes médicinales, cultiver, recevoir les gens pour les aider à se soigner. Et aussi, elle s'occupait des jeunes autochtones, des jeunes indiennes, pour leur apprendre le français, à lire, à écrire. En 1620, arrive à nouveau en Nouvelle-France une charmante dame du nom de Hélène Boulay, épouse de Samuel de Champlain. Je naquis fille Hélène Boulay, mais on m'appelle Hélène de Champlain, ayant épousé à l'âge de 12 ans Samuel de Champlain, un grand et vieil ami de mon père. Sur place, je me suis fait des amis avec tous les gens qui habitaient dans ce petit patelin Québec. Et ma plus grande amie est devenue, c'est Marie Rollet. Avec elle, nous enseignons le français, le latin, la religion. En 1639, arrivent les premières religieuses en Nouvelle-France. La première, la plus célèbre, Marie Guillard, qu'on appelle Marie de l'Incarnation. Elle fonde le couvent des Ursulines pour l'éducation des fillettes autochtones et par la suite les fillettes françaises. Et elle s'est vraiment intéressée à la culture autochtone. Elle a au point de composer des dictionnaires hurons et algonquins. En 1642, nous allons y retrouver de grandes dames audacieuses, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, qui ont collaboré à la fondation de Ville-Marie avec le sieur Paul Chaumédé de Maisonneuve. Mais Jeanne Mance, elle, était cette femme que l'on recherche de vertus assez héroïques et de résolution mâle. Son engagement a suscité tellement d'intérêt en France que même la reine Anne d'Autriche, femme de Louis XIII, a voulu la rencontrer. C'est Mademoiselle Mancelon-là, c'est Mademoiselle Mance. Cette année 1653, il arrive enfin un bateau avec plein de monde qui nous arrive de France pour venir s'installer à Montréal. Il y avait parmi ces gens-là une dame qui fera l'histoire, Marguerite Bourgeois. Mais 5 ans plus tard, elle ouvre enfin son école dans une étable abandonnée. Elle enseigne autant aux petits-enfants français qu'aux Hurons et Algonquins. Une fleur au cœur de neige et de feu a poussé dans un jardin de France, transplanté en terre d'espérance, pris racine dans un champ rocailleux des filles du roi. C'est dommage qu'on n'en parle pas tant que ça des filles du roi, mais c'est parce qu'elles ont eu un rôle si important dans notre société. C'est elles, nos mères, nos grands-mères, nos aïeules, nos arrière-grands-mères. Comme disait Anne Hébert, notre grande écrivaine nationale, Anne Hébert, elle disait à propos des filles du roi, qui sont arrivées à peu près en 1663, il faudrait les nommer toutes, à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve d'où elles sont venues, au XVIIe siècle, pour nous mettre au monde et tout le pays avec. Arriver sur un grand voilier, traversant l'océan durant de longs mois, pour venir vers nous qui n'existions pas encore, pour nous sortir du néant, de l'odeur de la terre en friche. La Nouvelle-France a été peuplée avec des immigrantes de choix, pour leur qualité, leur labeur et leur dévouement, méritent
qu'on les porte à l'histoire, comme un titre de distinction et d'honneur, le nom unique de fille du roi.